Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous, évidemment, les agriculteurs qui sont à la une de l'actualité. Ça fait déjà un moment qu'on en parle, nous, sur Sud Radio, et en particulier Christine Bouillot, qui est sur le terrain pour Sud Radio dans la région de Toulouse. On va parler du tarif de l'électricité qui va augmenter de moins de 10%, 9,99, c'est moins de 10%, 9,8, voilà, c'est comme dans les magasins. Voilà. Le gouvernement a-t-il peur du RN? J'ai été frappé par les éléments de langage hier de Bruno Le Maire et ce matin de Prisca Thévenot, et puis Trump en route pour la Maison Blanche. Tous ces sujets avec vous et bien d'autres avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Arnaud Benedetti. J'en ai parlé un petit peu vendredi, c'était mon coup de gueule. Sinon j'aurais trouvé un coup de cœur ou un coup de gueule différent. Pas du tout, mais je trouve que c'est important d'en parler, de continuer à en parler. C'est à propos de Sylvain Tesson. Oui, c'est cette pétition qui circule depuis, je crois, jeudi ou vendredi, qui a été signée dans Libération par une centaine d'auteurs, poètes, auteurs, performeurs aussi, j'ai vu, qui refuse que Sylvain Tesson soit le parrain ou le président, je ne sais plus exactement quel est le titre. Le parrain, oui, le président des poètes. Je trouve ça d'abord très étonnant que des artistes appellent à la censure, d'une certaine manière. C'est quand même quelque chose d'assez paradoxal. Il me semble que plutôt quand on est du côté de la création, on est plutôt du côté de la liberté. Ensuite, ça en dit long sur l'état d'une certaine gauche culturelle et idéologique qui, à mesure qu'elle perd la bataille culturelle, se radicalise toujours plus. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'il faut lire cette prise de position. Et puis, la littérature, l'art en général, me semble-t-il, est au-delà des clivages et devrait être au-delà des clivages idéologiques et des clivages politique, ça me paraît quand même quelque chose d'essentiel. Il y avait un grand polémiste, alors certes de l'Action française, mais qui était quand même un très grand écrivain, qui s'appelait Léon Daudet, qui disait que pour lui, la littérature n'était ni de droite, ni de gauche, qu'elle était un art, une expression, et qu'il fallait juger les œuvres à la qualité de leurs auteurs et à la qualité de leur contenu. Voilà où on en est aujourd'hui. Des poètes, prétendus poètes, appellent à la censure d'un écrivain. Ça me fait penser à la phrase de Bernanos. Vous savez, la phrase de Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. Il y a un peu de cela aussi dans ce comportement. On lui reproche quelque chose qu'il n'a pas fait, à savoir la préface d'un livre de Jean Raspail. Enfin, c'est complètement absurde et ridicule. Et quand bien même, absolument. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Enfin, je pense que tout le monde est. Il a été soutenu par la nouvelle ministre de la Culture. Donc, ça, c'est pas surprenant. Donc. On aura l'occasion d'en reparler. On va parler avec... Alors, Éric, vous, c'est un coup de gueule. Ah oui, moi c'est un coup de gueule. Je ne sais pas si vous avez vu, mais parce qu'on parle de transposition de directives européennes dont les agriculteurs souffrent, mais il y a un truc absolument hallucinant qui est en train de se préparé, enfin qui est même tranché par la Cour de cassation, c'est que dorénavant, tout salarié qui aura été en arrêt maladie bénéficiera de congés payés. Le droit français s'y opposait. Il y a une directive européenne qui dit non, et la Cour de cassation a tranché avec effet même rétroactif. Donc, je ne sais pas si vous voyez le sujet. Ça veut dire que, sur le principe, quand vous n'avez pas travaillé, avoir des congés payés, c'est un sujet. Mais non seulement cette directive européenne dit non, il y a pas de sujet, mais en plus va obliger, et penser aux PME et aux TPE dont la trésorerie est déjà mise à mal par le remboursement du prêt d'État garanti, par la hausse de la facture d'électricité. Si c'est rétroactif, mais vous avez plein... Alors, déjà, les faillites ont explosé. Bruno Le Maire, il ne s'étend pas sur le sujet en ce moment. Vous avez eu 60 000 faillites qui étaient en augmentation de 35% par rapport à l'année précédente, qui étaient déjà calamiteuses. Mais est-ce que vous imaginez, pour des petites PME, des TPE, ce que ça va vouloir dire de payer les congés payés de ceux qui sont en arrêt maladie? Puis j'ajoute, parce que là où il y a une offre, il y a une demande, c'est une vieille loi des reins économiques, c'est que il y a aussi un certain nombre d'arrêts de complaisance, de maladie. Bien. Là, si vous remboursez les congés, si vous donnez des congés payés à ceux qui ont été en arrêt maladie, en fait, ça va créer une demande. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir une multiplication d'arrêts maladie de complaisance. Non mais attendez, on marche sur la tête. Ouais, mais je comprends pas. Quand on est dans une société, vous êtes malade, vous avez vos congés payés normalement, non ? Non, c'est-à-dire que une partie est payée par la Sécu. Par la Sécu, bien sûr. Ouais, mais là, il y aurait un droit à des congés payés qui serait donné par cette directive européenne.
et qui donc obligerait les entreprises à financer ces congés payés sur des arrêts maladie. C'est-à-dire, quand vous ne travaillez pas, vous avez le droit à des congés payés. Non, mais c'est... Alors, Stéphane nous dit, mais c'est logique, la maladie, c'est pas les vacances, et on cotise pour la maladie, c'est pas le patron qui paye. Mais bien sûr, c'est la Sécu qui rembourse la partie de salaire quand vous êtes en congé maladie. Mais jusqu'à présent, les congés maladie ne donnaient pas le droit à des... Mais non. À des congés, payés. En tout cas, le droit français s'y opposait. Et là, vous avez une directive européenne qui va obliger les entreprises avec effet rétroactif. Donc ça veut dire que si vous avez été malade, j'ai n'importe quoi, je sais pas, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, vous allez pouvoir aussi demander des congés payés sur... Non mais c'est hallucinant. On va reparler des directives européennes avec les agriculteurs. Et évidemment, Arlette, on va parler également de Donald Trump dans un moment. Mais vous, c'est un soutien qui vous a étonné Oui, c'est une prise de position qui peut ne pas paraître étonnante, parce que Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, il dit que Trump va être une chance pour le monde, alors que tout le monde pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une grande inquiétude. Moi, ce qui m'a absolument fasciné, c'est l'argument que pose effectivement l'ancien Premier ministre britannique pour dire que le monde a besoin d'un leader comme Trump. Pourquoi ? Parce que sa volonté d'utiliser la force et l'imprévisibilité de la personne sont un moyen de dissuasion majeur contre les ennemis de l'Occident. Alors, imprévisible... Alors ça, c'est Boris vrai. Johnson, donc. Hein. Oui, Boris Johnson dit ça. Alors, il est imprévisible lui aussi. Qui est aussi imprévisible. C'est quand même pas la qualité. C'est pas la qualité qu'on attend d'un président qui va diriger la plus grande puissance du monde, et d'ailleurs des dirigeants en général. Être imprévisible, évidemment, il y a un risque. Mais alors, dans le cas de Boris Johnson, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il serait tellement imprévisible, par exemple Donald Trump, que, dit-il, il pourrait soutenir l'Ukraine, contrairement à ce qu'on pense tous, qu'il y aurait un changement. Pas du tout, rappelle Johnson, parce qu'il avait déjà livré des armes anti-chars aux Ukrainiens en 2018, et donc il pourrait continuer à soutenir l'Ukraine, contrairement à ce que tout le monde pense. Donc je trouve cette argumentation absolument sidérante. Alors si l'imprévisibilité... Être imprévisible quand on est un responsable politique devient une qualité. Il y en a plein. Franchement, la Troisième Guerre mondiale est possible. Le problème est de savoir quand elle va éclater. En tout cas, si ce n'est pas la guerre mondiale, ce sera la révolution populiste, parce que effectivement, c'est le cœur de ce qui est en train de se passer en ce moment. Oui. Gouverner, c'est prévoir, disait-on. Les peuples ont vu que les gouvernements ne prévoyaient rien, ne comprenaient pas du tout ce qui se passait, n'anticipaient pas. Donc maintenant, on exige effectivement, on demande à un dirigeant de ne pas prévoir, mais simplement de pouvoir répondre. Et de lui-même être imprévisible. Et donc d'être imprévisible, et donc de répondre. Ça veut dire que c'est la roulette russe. Voter, c'est maintenant la roulette russe. C'est ça. Roulette ukrainienne. On verra, mais en tout cas, c'est effectivement choisir l'inconnu. Oui. Vous avez en ce moment une demande puissante qui consiste à dire, on ne sait pas où on va, mais on va aller avec telle personne, parce qu'on en a assez des gens qui n'ont pas arrêté de nous dire. On nous a tellement expliqué pendant des décennies. Non, mais on nous a tellement expliqué pendant des décennies que grâce à des partis en place, on savait où on allait. Exactement. Pour voir où on est arrivé, si vous voulez. Voilà, donc autant finalement ne pas savoir où on va. Moi, j'ai suivi avec intérêt, alors en différé, le discours à Davos de Javier Milei, le nouveau président argentin, qui est économiste de formation. Alors le type est, alors certains vont le trouver délirant, c'est quand vous le voyez, il a un côté Tom Jones et star de rock. Mais ce qu'il dit, pardonnez-moi, sur le plan économique, mais sur l'étatisme qui a montré ses limites, voire même qui a accru la pauvreté dans un pays comme l'Argentine, qui était un des pays les plus développés dans les années 30 et qui aujourd'hui, il cite le chiffre 145e dans les classements de PNB par habitant. Mais attendez, ça c'est pas de l'imprévisibilité. Il tire un bilan de ce qui s'est passé en disant ça n'a pas marché. Alors il est ultra libéral, très bien. Certains le font passer pour un fou furieux, mais on verra. Il est soutenu par le FMI, par le Fonds monétaire international. Mais non, mais mais là, il applique son programme, Eric. C'est-à-dire qu'il n'est pas imprévisible. Il fait exactement ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Certes, mais le fait qu'il ait été élu était quand même un peu imprévisible. C'était imprévisible, ceci dit. Quand on voit l'état de la situation économique en Argentine, c'est moyennement imprévisible, parce que finalement, il y a une responsabilité absolue des différents gouvernements argentins qui se sont succédés depuis 30 ans dans ce pays. Au-delà de prévisible ou pas imprévisible, ce qui est intéressant, c'est que
Boris Johnson, avec d'autres, accrédite et entérine l'idée quand même, alors là, pour le coup qu'on ne pouvait pas prévoir, d'un retour de Trump, gagnant en l'occurrence de Trump. Alors on verra, l'élection n'est pas encore faite, mais enfin là, les candidats se désistent les uns après les autres. C'est pas mal quand même. C'est déjà un bon indice. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant après le journal. On va parler de nos agriculteurs, entre autres. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va jouer au prix Sud Radio, hein. Ça c'est une bonne nouvelle. On est ensemble avec Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News, et vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est paru aux éditions de l'Archipel. Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste, on vous retrouve tous les lundis matins à 7h35 sur Sud Radio. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, c'est un livre d'entretien avec Stéphane Rosès, essai sur les imaginaires des peuples, qui est paru aux éditions du CERF, et Éric Revel, journaliste, également éditorialiste sur Sud Radio. Tout compte fait, 7h20, Grand Matin Sud Radio. Et vous venez de publier un livre ? Oui, je viens de publier un nouveau roman qui s'appelle Le Tirailleur inconnu, qui est une histoire absolument incroyable d'un tirailleur mort en 1917, qui n'a jamais mis les pieds en France et qui est pourtant enterré sur l'île de Ré avec le titre « Mort pour la France ». Et en fait, c'est l'histoire avec 400 autres tirailleurs sénégalais, de gens qui viennent à l'époque de Haute-Volta et d'ailleurs, qui montent sur un bateau qui est coulé au large de l'île-dieu et dont les corps vont s'échouer, et l'un d'entre eux sur l'île de Ré. Et c'est toute l'histoire de ce tirailleur à qui je rends hommage. Vous avez enquêté sur où vous avez imaginé son histoire? Non, vous avez enquêté. C'est une histoire absolument incroyable qui va du monument aux morts. Enfin, c'est aussi une époque révolue, celle de l'île de Ré, qui n'était pas l'île de Ré de maintenant, qui était un endroit préservé, avec une solidarité, avec l'histoire est vraie puisque je l'ai inventée, Boris Vian. En fait, non. Moi, à 95% de ce que j'ai écrit et ce que j'ai enquêté, c'est la vie de ce tirailleur qui s'appelait Nogaï le Bouddha. Le tirailleur inconnu. Le tirailleur inconnu. Aux éditions du Lisée. Eh ben, écoutez, on va le lire avec passion. On va parler de nos agriculteurs avec vous, Michael, mais juste 2-3 petites choses quand même qui m'ont agacé. Donc, déjà cette panne de train Paris-Clermont, 700 passagers bloqués pendant 11 heures dans le froid. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On le sait. Comment c'est possible? On a privilégié le TGV. Beaucoup de travail pour y arriver. Et oui, on a privilégié le TGV. Mais je vais vous dire, on pourrait presque porter plainte. Moi, j'ai ma mère qui prend le train sur cette ligne. Elle ne veut plus venir à Paris. Donc, parce qu'elle a peur. Il lui est arrivé plusieurs fois d'être bloqué 2-3 heures. Il n'y a pas que cette ligne. Il y a la ligne de Vierzon. Il y a plein de lignes comme ça qui sont dans un état de déshérence, dans un état absolument lamentable. C'est honteux. Je veux dire, c'est honteux. On a abandonné les territoires, comme on dit. On parle de nos territoires, mais quand on voit ces locomotives qui datent de 1800 et quelques, il y a de quoi être en colère. C'est la conséquence du choix du tout TGV et de l'endettement record de la SNCF qui font que il est difficile aujourd'hui effectivement de couvrir l'ensemble des lui-même passe à rencontrer un certain nombre de problèmes en termes de circulation. Lui-même, effectivement. Donc déjà régulièrement on a des événements comme ceux que vous venez de citer sur les lignes TGV. Alors sur ces lignes-là, oui, ça peut arriver malheureusement. Mais c'est pas que ça peut arriver, c'est que ça arrive. Oui, bien sûr, régulièrement. C'est comme les lignes de métro à Paris qui sont. Je voulais en parler aussi. Je voulais continuer un peu sur les transports. Je suis tombée de l'armoire en lisant la Tribune hier, la Tribune dimanche, avec cette interview d'Augustin de Romanet, qui est le président donc d'Aéroports de Paris. Le titre: l'utilisation de la voiture sera réduite à Orly. Donc tout ça, c'est au nom de l'écologie, évidemment, la décarbonation. Quelles mesures sont envisagées? Alors, il explique que chouette, il y a la ligne 14 qui va arriver. Donc on va y aller avec nos poussettes, les fauteuils roulants, les valises. Et donc, il dit aujourd'hui 80% des passagers utilisent encore le mode routier pour s'y rendre. Ouais. Non. Ça devrait l'interpeller. Oui, ça devrait l'interpeller. Non, mais on est dans cette société du tout écolo. D'autant plus que si on regarde le périmètre d'un aéroport, on ne sait pas qu'est-ce qui pollue le plus. Bien sûr. Est-ce que ce sont les avions ou est-ce que ce sont les passagers qui viennent pour prendre l'avion? Donc peut-être faudrait-il avoir un lobbying efficace pour pouvoir effectivement faire évoluer le carburant. Non, mais la ligne 14, on en parlait hors antenne, qui est la pire des lignes. Donc le monde à l'envers, c'est ce que disent les agriculteurs, mais je pense que on marche sur la tête. Et je pense que ça s'applique à tout en ce moment. Il y a une espèce de phase assez
étrange où on rappelait tout à l'heure avec Eric que le président de la République avait dit cul par-dessus tête, mais c'est exactement ça. Et le problème, c'est que ça se généralise. Ouais. Ce qui fait que c'est assez... on a l'impression d'être cerné par un monde qui est totalement déréglé. Oui. Eric, non, sur ce... les aéroports ne fonctionnent pas super bien. On recevait Philippe Croison, les ascenseurs sont en panne, il n'y a pas les services qu'on a dans d'autres aéroports comment on dit, de tapis roulants. Mais à terme, ils veulent fermer Orly. Oui, je pense que c'est ça l'objectif, non ? Je sais pas, mais c'est quand même décarboner un aéroport. Enfin. Il faut supprimer les avions pour vraiment décarboner. Si on avait des transports en commun qui étaient à la hauteur de cette décarbonation, on pourrait se dire les trains fonctionnent bien, les métros fonctionnent bien, on va avoir de nouvelles dessertes en matière de transport en commun, tout irait presque bien dans le meilleur des mondes. Mais là, on a quand même un sujet. Enfin, pour ceux qui prennent les trains, pour ceux qui prennent les métros, même en région parisienne, on n'est pas que parisien, mais il y a un vrai sujet quand même. Sans parler des bus, sans parler du fait qu'ils ont du mal à circuler dans Paris, etc. Bon. Bon, bref, alors on va passer. On fait un peu grincheux lundi. On est déprimés. Je vous parle même pas du plus grand immunologiste de France, Didier Raoult, qui a reçu le soutien de Bouba. On a besoin du soutien de Bouba. Merci petit frère Didier, a-t-il dit. Ça aussi, ça aurait pu être un énervement, mais bon. Michael, parlons des agriculteurs. Oui. Alors, c'est un coup de gueule. Coup de gueule, coup de cœur. Vous aviez un angle particulier. Moi, c'est un coup de cœur parce qu'en fait, je pense que ce mouvement qui est en train de prendre naissance, on va voir si ça se transforme en gilet vert, mais en tout cas il est en train de prendre naissance. Il me rappelle ce blocus de Paris de mai 92 quand la coordination rurale avait organisé la montée des tracteurs vers Paris, certes pour des raisons socio-professionnelles, on va en parler, mais aussi parce qu'il y avait une exigence un questionnement général sur la place des agriculteurs dans la communauté nationale. Alors le fait qu'aujourd'hui on parle de souveraineté alimentaire, industrielle, pharmaceutique et autres, on le met à toutes les sauces. Il y a effectivement ce véritable enjeu, alors que justement une partie des Français post-Covid ou sensibles également aux thèses ou à la poussée ou à l'époque du retour à la nature, redécouvrent le monde de la campagne, quittent les villes pour aller vers la campagne. Et donc la question est de savoir si la société française l'opinion va soutenir ce mouvement, parce que on sent bien qu'ils cherchent des voies pour ne pas trop embêter les Français par les blocages trop massifs. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est aussi que on assiste à une concurrence des organisations syndicales sur le terrain, parce qu'en fait en réalité la FNSEA est dépassée par les collectifs. Dépassé parce qu'il faut le savoir qu'Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui se balade dans tous les médias, au fond il faut quand même savoir, c'est lui qui a négocié avec le gouvernement la hausse de la fiscalité sur le gazole non routier qui fait beaucoup de mal. Donc sur le terrain ils se font huer, ils essayent de récupérer le mouvement, mais la coordination rurale, qui est beaucoup plus allante, organise aujourd'hui un mouvement assez puissant. Donc c'est la première crise du gouvernement Attal et c'est le début de la campagne des européennes. Oui. Voilà pourquoi tout ça m'intéresse. C'est très intéressant pour toutes ces raisons et puis la situation des agriculteurs. Oui, je partage ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a une concurrence entre les organisations syndicales et on voit que finalement ce mouvement est parti de la base parce que c'est pas du tout initié par la FNSEA, c'est initié principalement par la coordination rurale qui est très puissante dans le sud-ouest parce que le mouvement pour l'instant reste encore, même s'il commence à se diffuser, reste assez territorialisé dans l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est là que, entre autres, la coordination rurale a un certain nombre de bastions. Moi, je pense que, si vous voulez, d'abord, leur colère est légitime. Ensuite, ils subissent de plein fouet, depuis maintenant des années et des années, un certain nombre de décisions qui les contraignent de plus en plus, clairement. L'excès de normes, la taxation... Quand on les écoute, effectivement, c'est ubu. Oui, et puis alors avec des administrations qui sont très tatillonnes, qui en général viennent sur le terrain et les rappellent à l'ordre, les menacent. Donc c'est extrêmement difficile pour eux, en effet, de subir cela. Ensuite, il y a un problème de revenus. Moi, il y a une filière qui va disparaître en France dans le domaine agricole, c'est l'arboriculture.
l'arboriculture dans quelques années, il n'y aura plus d'arboriculture en France. Et l'élevage. La pomme, vous prenez l'exemple de la pomme. La pomme, quand un agriculteur, il vend 1 kilo de pomme, 40 centimes d'euros. Vous allez dans les grandes surfaces, vous l'achetez 3 euros. Ouais. Donc il y a quand même un problème de revenus et de distorsion. Ensuite, il y a le problème, vous l'avez justement dit, ça va être intéressant de voir quelle va être la position de Bercy d'ailleurs sur le gasoil non routier. Parce que le gasoil non routier a pas mal augmenté cette année. Donc si on le taxe, là on rentre, si vous voulez, dans une séquence qui n'est pas sans rappeler celle des gilets jaunes. Et en plus, ils ont quand même, un potentiel d'agrégation dans les campagnes qui est très fort, parce que beaucoup de campagnes quand même reposent sur l'économie agricole. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Éric, plusieurs choses. Michael Darmon, finalement, a la réponse à la question qui se pose. Est-ce que ce mouvement va prendre ? La réponse, c'est oui, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez, dans l'histoire des mouvements sociaux, quand vous avez le principal syndicat d'une corporation qui est débordé, c'est justement que le mouvement est en train de prendre. Puis deuxième chose, ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, il y a un agriculteur qui témoignait. Moi, j'étais incroyable. Enfin, j'étais sidéré par le chiffre. Il disait que sur un panier alimentaire de 100 euros que vous achetez dans un supermarché, 7 euros reviennent aux agriculteurs. 7 euros. Et alors, c'est d'autant plus important, et à mon avis, de la dynamique pour le gouvernement, c'est que vous savez que les négociations entre distributeurs industriels sont en train de se boucler là. Elles ont été reculées au 30 janvier. Bon, eh bien, si les accords entre distributeurs et industriels se font sur le dos des agriculteurs, en rognant un peu plus leur marge, au prétexte que les matières premières, les intrants dont le prix reflue, ce sont les agriculteurs qui devraient payer sur leur maigre marge cet accord entre industriels et grande distribution, alors là, c'est explosif. Explosif. Arlette, Chabot. C'est d'autant plus explosif que le gouvernement a fait voter 2 lois qui s'appellent les Galim, qui devaient permettre effectivement aux agriculteurs de s'y retrouver dans les négociations avec les industriels ou dans la grande distribution. Donc 2 lois. Alors on en fait une deuxième parce que la première est pas très bien, elle marche pas bien. Et si la deuxième ne produit pas non plus les effets espérés, on peut pas dire que le gouvernement s'en préoccupe, mais il s'en préoccupe, mais c'est pas efficace. Donc si l'efficacité est le deuxième mot-clé pour Gabriel Attal, il faut qu'il trouve effectivement une solution. Après, quand on parle effectivement des normes européennes, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron lui-même au mois de mai, en parlant effectivement de la réindustrialisation, avait dit les normes européennes, ça suffit, on applique celles qui existent et puis on va pas plus loin. Le président a dit, les écologistes ont protesté, et quid, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Non. Donc, ça veut dire que là aussi, il faut qu'il y ait des décisions fortes. Alors moi, j'ai entendu hier soir le ministre de l'économie, des finances, certain Bruno Le Maire, aux 20h de TF1, quand on lui a posé la question, que pensez-vous des mouvements des agriculteurs ? Il a répondu, ils ont parfaitement raison. Alors, s'ils ont absolument raison, parfaitement raison, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'il faut prendre des décisions extrêmement fortes. Donc, lui a dit qu'il veillerait sur les négociations sur les prix, mais au-delà, quid des taxations, quid des contrôles. Donc, il faut vraiment que le gouvernement bouge et bouge beaucoup. Oui, mais quelle est la marge de manœuvre par rapport à Bruxelles, justement ? C'est ça. Très faible. D'ailleurs, hier, Bruno Le Maire parce qu'on peut gesticuler, a fait une petite leçon de politique au Premier ministre, parce que normalement, dans le contexte, c'était le chef du gouvernement qui devait faire ces 2 annonces importantes. Absolument. Et en particulier, dire cette phrase, vous avez raison, éventuellement, ou d'autres. Mais maintenant, on retiendra ce propos de Bruno Le Maire, donc qui a déjà délivré une petite fascicule de politique appliquée. Mais surtout, l'autre enjeu également, il est aussi justement politique, parce qu'on voit bien que c'est aussi l'occasion pour le Rassemblement national de continuer à s'ancrer et à montrer qu'il est arrivé sur ces terres, en plus à l'aube de la campagne des européennes. Et ça aussi, c'est un problème pour l'exécutif. On va en reparler, mais d'où cette sortie sur le RN hier, il n'y avait pas vraiment sa place dans cette interview. Mais on va y revenir dans un instant.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons donc de la crise avec les agriculteurs, de la marge de manœuvre du gouvernement. Et hier, on a terminé avant cette pub, Michael, sur ce que vous disiez, à savoir que le ministre de l'économie, effectivement, a fait des annonces qui normalement étaient du ressort du Premier ministre. Et puis, on voit bien aussi que cette crise, oui, vous l'avez dit, quelque part, profite, entre guillemets, au Rassemblement national. D'où les éléments de langage, on va en reparler dans un instant. Alors, je ne sais pas si elle profite, ça, on verra bien. Mais en tout cas, elle révèle et elle continue à mettre au jour, et Arnaud en parlera sûrement mieux que moi, la progression, la nouvelle progression du RN sur les terres agricoles, sur les régions d'agriculture, où jusqu'à présent, une droite forte, catholique, plutôt gaulliste, empêchait pendant des années l'arrivée du RN dans ces régions-là. Là, on voit depuis 2022, on voit bien que de nouvelles zones ont été investies et c'est la raison pour laquelle Jordan Bardella immédiatement s'est rendu sur place pour ces multiples raisons. Oui. Non, mais bon, ils sont très forts quand même. Le Front National déjà été fort dans la ruralité depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'ils ont largement progressé ces dernières années. D'ailleurs, regardez le Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, ils envoient beaucoup de députés. Vous avez 2 députés dans le Lot-et-Garonne, vous en avez, je crois, 1 ou 2 dans le Médoc. Donc des zones, en plus, vous voyez, c'était des terres. C'était même pas des terres de droite gaulliste, c'était plutôt des terres radicales socialistes, finalement, assez radsoc, voire démocrates chrétiennes pour un certain nombre de ces circonscriptions. Dans l'Aude, 4 députés RN. Dans les Pyrénées-Orientales, qui a une composante rurale aussi, je crois qu'il y a là aussi très nettement une représentation très forte de parlementaires RN. Donc c'est une progression constante, soutenue. Ils étaient très forts, ils sont devenus majoritaires dans les campagnes, clairement. Donc, je pense que si vous voulez, on voit bien que la crainte du gouvernement, c'est non seulement l'embrasement, mais c'est aussi le carburant que ça peut constituer en vue des élections européennes. Et donc là, la réponse... c'est-à-dire que c'est aussi le début des élections européennes. Mais attendez, pardonnez-moi, mais le gouvernement, comme souvent, face à des crises, prend le train en marche. Macron envoie ses préfets au contact. Bon, très bien, on est content. Je rajoute, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Arlette Chabot, c'est que pendant que le nouveau, jeune, premier, talentueux ministre fait une espèce de remake des Gilets jaunes en conviant des Français et seulement Gabriel 2 agriculteurs. Gabriel Attal. Et 2 le jeune nouveau talentueux. C'est forcément le Premier ministre. Il manquait Premier ministre dans votre phrase. Pendant qu'il fait ça, si vous voulez, qu'il fait un truc auquel personne ne croit, le Rassemblement national, lui, il va parler aux agriculteurs. Mais en termes de... ça veut dire qu'en fait, ils font de la com et que là, elle est loupée. Et non mais c'est dramatique. Gabriel Attal, il veut refaire le coup de Macron avec le grand débat. Et il convie 2 agriculteurs alors qu'il aurait dû s'entourer que d'agriculteurs. La première question était quand même orientée, c'était un agriculteur de façon à ce qu'il ait l'air de se pencher sur le sujet. Il est l'air. Effectivement, non, mais parce qu'à côté, il y avait le show Bardella qui était bien organisé en face. Donc quand on est com contre com, le Premier ministre aurait dû effectivement aller dans une exploitation et discuter sur le terrain avec des agriculteurs. Il sait très bien faire ça. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas le faire plutôt que d'être dans un mini grand débat. Mais discuter, est-ce que vous remarquerez qu'on n'a pas prononcé le nom du ministre de l'Agriculture depuis le début de l'émission. Marc Fesneau, je sais. Il est partout, il se développe, il se déploie, mais il ne communique pas. Mais Marc, que peut faire il est phénoménal, comme dirait M. Séjourné. Mais c'est pas gentil. Bon, c'est drôle. Mais qu'est-ce que peut répondre le gouvernement pour calmer, puisque la FNSEA ce matin a vraiment haussé le ton en disant que... Mais ils sont obligés, absolument. Eric a raison, ils sont obligés de montrer qu'ils sont à la manœuvre et ils sont obligés de poser aussi un lien avec l'opinion de manière à pouvoir être autorisés à bloquer, à continuer éventuellement à gêner la vie quotidienne au nom de ce qu'ils représentent. Mais une fois de plus, ça va être là je dirais, le moment de quelque part de vérité, parce que à Paris ou dans les grandes villes, on adore aller voir les films Petits paysans au nom de la terre, et on se lamente sur le sort des agriculteurs qui se suicident tous les jours. Mais en réalité, est-ce qu'on a très envie de les soutenir dans leur lutte actuelle? Oui, moi je pense qu'ils ont un potentiel d'attractivité qui est important, parce que le monde agricole bénéficie plutôt d'un capital
de popularité qui n'est pas négligeable. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, parce que pour faire quelque chose qui soit efficace pour les agriculteurs aujourd'hui, il faut qu'ils remettent en partie en cause leur propre logiciel européen. Ouais. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Ils sont au pied du mur. Ils sont au pied du mur. Ouais. Alors, ceci dit, sur les normes dont on parle beaucoup, certes, il y a les normes de Bruxelles, mais le pire dans cette affaire, c'est qu'en fait, l'administration française et l'État français durcit les normes qui sont en principe les normes qui sont issues des directives européennes. Donc, si vous voulez, l'administration française et l'État français fait du zèle même par rapport à Bruxelles. Donc déjà, peut-être là, il y a une marge de manœuvre en donnant des instructions aux administrations pour leur dire, écoutez, les contrôles tatillons, vous arrivez. Mais vous arrêtez. Mais les préfets, en l'occurrence, ne sont pas les interlocuteurs que les agriculteurs attendent. Hein. Aujourd'hui, ils attendent finalement non seulement le ministre de l'Agriculture, mais le Premier ministre. Ouais. On parlait des pêcheurs hors antenne. Les pêcheurs, sachez que le poisson va coûter beaucoup plus cher ou qu'il n'y en aura pas, ou qu'on va le faire venir de l'étranger, puisqu'il y a une norme qui impose qu'on arrête de pêcher pour ne pas attraper les dauphins. On importe déjà 66% de tous les produits de la mer en France. Ouais. Et je vais vous rassurer, parce que j'ai eu cette petite information, le Haut Commissariat au Plan, vous savez, qui existe, là, qui est dirigé par M. Bayrou, il prépare, vous savez quoi ? Un rapport sur la pêche. On est content. Mais là, tout le golfe de Gascogne, en fait, toute cette partie-là ne pourra plus être pêchée pour protéger les dauphins. Et Arlette, vous m'appreniez qu'ils s'étaient équipés. Certains s'étaient déjà équipés pour effectivement éloigner les dauphins avec des systèmes complexes qui coûtent très cher. Les sonars, ils ont engagé, ils ont emprunté, ils ont dépensé de l'argent et aujourd'hui ils se demandent s'ils seront remboursés. C'est pour ça qu'on dit que ça marche un tout petit peu effectivement à l'envers. Ouais. C'est comme le refus de la jachère, 4% des terres obligatoirement mises en jachère. Ça veut dire qu'on va importer effectivement des céréales, par exemple. C'est une norme européenne. Soit d'une demande de l'Union européenne. Qui a été votée par le groupe Renews, qui est le groupe auquel appartiennent les députés européens macronistes. Exactement. Donc là aussi, il va falloir qu'ils sortent de l'ambiguïté. Donc et au bout du compte, on importe. Donc tout ça est effectivement un peu compliqué. On va importer avec de production qui, elles, sont produites, c'est le cas de le dire, sans respect des normes européennes qu'on nous demande d'appliquer. Donc on est effectivement il y a un moment de vérité. Alors c'est vrai qu'il faut supprimer les paperasseries françaises, ça, le gouvernement peut le faire. Au niveau européen, il va falloir trancher. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'augmentation du prix de l'électricité. 9,99, qui dit mieux? Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. J'allais dire le Premier ministre, le ministre de l'économie était hier aux 20h de TF1 pour parler entre autres des agriculteurs et du coût de l'électricité. Donc la facture d'électricité augmentera le 1er février entre 8,6 et 9,8% pour la plupart des Français. Eric Revel, c'est vous l'économiste du plateau. D'abord, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il nous fait le coup des soldes, comme vous le rappeliez, Valérie, c'est-à-dire qu'à 9,99, c'est pas cher par rapport à 10 €, vous voyez. Voilà. Il nous avait annoncé 10%, donc ça va être entre 8,6 et 9,8. Bon, n'empêche que ça va se rajouter. C'est 18 € de plus par mois en gros et par foyer. Je rappelle quand même que c'est ce qu'a demandé la CRE, c'est le rétablissement d'une taxe qui avait été suspendue au moment de la crise de l'électricité. Mais la CRE, elle a 2 clauses de revoyure par an. C'est-à-dire qu'elle en a une là qu'on va se prendre à partir du 1er février et elle en a une autre en juillet. La CRE, c'est la commission de régulation de l'électricité qui est dirigée par l'ancienne ministre Madame Wargon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 clauses d'augmentation possibles de l'électricité dans ce pays, une là et une statutairement en juillet. Donc là, on vous annonce 10%, quand même, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien en juillet en plus. Donc c'est un vrai sujet qui se rajoute à l'inflation, au prix des produits alimentaires. Bon, et tout ça, en fait, mis bout à bout, l'air de rien. Je rejoins avec la crise des agriculteurs. Mais figurez-vous que ça fait quand même beaucoup de gens extrêmement mécontents dans ce pays. Et que M. Bruno Le Maire profite de son passage sur TF1 pour lancer la course des petits chevaux en direction de l'Élysée pour 2027, on est content pour lui. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est les Français qui ne peuvent plus terminer leur fin de mois. Et dont 18 € de plus par mois, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ouais, la course des petits chevaux, c'est-à-dire que là, clairement, hier, il a... Attendez, on a des spécialistes. C'est une course des petits chevaux, mais qui commence tôt, parce que
Moi, je rappelle toujours quand même qu'on n'est même pas à 2 ans du quinquennat. Le quinquennat a commencé il y a 18 mois, 19 mois. Donc, se lancer en effet dans une course à l'Élysée, alors qu'en plus on est membre d'un gouvernement qui aujourd'hui dirige le pays, ça me paraît un exercice particulièrement risqué. Ensuite, sur l'annonce, moi, ce qui quand même me frappe, c'est que, en termes de séquence de communication politique purement là, je trouve que rajouter une annonce de ce type au moment où on a une crise sur le terrain avec les agriculteurs, je ne sais pas qui les a conseillés, mais ça me paraît pas très avisé, en l'occurrence. Même si les Français s'y attendaient, mais à un moment donné, entre ce que vous pensez, entre ce qui va arriver et la façon dont ça arrive, il y a toujours un gap. Ce que disait tout à l'heure Mickaël, c'est des gilets verts qui peuvent entraîner peut-être des gilets jaunes aussi. Je ne sais pas si ça entraînera les gilets jaunes. Moi, je suis pas spécialiste des couleurs, mais c'est vrai que, en tout cas, on voit bien que il y a, en plus surfant sur le mouvement européen, qui est certes un mouvement hétéroclite, mais enfin qui quand même véhicule un mouvement de mécontentement général. Il peut y avoir, pour le coup, effectivement, cette Europe des mécontentements agricoles. Qui peut aujourd'hui, en tout cas qui a l'air d'inaugurer cette campagne des élections européennes, et qui, une fois de plus, vient montrer au fond le problème d'analyse générale de la société vis-à-vis de la part de l'Élysée. Le nouveau directeur de la communication, donc Jonathan Guémas, qui était à l'époque sa plume, quand j'en parlais avec lui, il me disait on a un problème. Et là, il me parlait en tant que plume. Il me dit on a un problème. Le président n'est pas ancré. On n'arrive pas à l'ancrer dans le territoire. Il n'est pas perçu comme quelqu'un qui est ancré dans le territoire. Donc, on voit bien que les événements qui se jalonnent l'établissent, et qu'il y a une difficulté d'empathie. Donc, il compte sur son Premier ministre de l'empathie pour pouvoir justement être capable de faire de cette communication qu'il a du mal à lui-même à dérouler. On verra comment ça se manifeste. Mais oui, il est clair que il y a cette première crise qui arrive. Et puis, concernant Bruno Le Maire, est-ce que c'est trop tôt? S'il a un projet, d'abord, je pense que s'il a un projet présidentiel, la première chose qu'il devrait faire, c'est déjà démissionner. Parce que franchement, ou alors qu'il relise la campagne de Manuel Valls pour voir comment il est tellement difficile de se différencier. Puis, quand on a incarné le pouvoir et qu'on veut faire autre chose. Bruno Le Maire, puisqu'on est en pleine simplification des normes administratives, en tout cas c'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Agriculture, il faudrait conseiller à Bruno Le Maire de simplifier également pour la prochaine fois, si c'est son cas, son programme. Parce que la dernière fois, quand il avait fait les primaires de l'UMP, son programme faisait 1000 pages. Il faisait 1000 pages. Donc là, on a besoin. Bah oui, mais je suis assez mesquin. J'ai surtout un peu de mémoire. C'est vrai que c'était énorme. C'était énorme. 1000 pages. Oui, 1000 pages. Oui, l'interview hier, donc cette annonce. Alors, juste un auditeur. C'est une mauvaise nouvelle que Gabriel Attal n'aura pas annoncé. C'est déjà ça. Ah, vous le voyez peut-être comme ça, effectivement. C'était. Le président de la République a dit dans sa conférence de presse le gouvernement annoncera. Ça veut dire que lui-même n'avait pas tellement envie de s'attarder sur la hausse ou en donnant un chiffre précis pour l'augmentation de l'électricité. Hier soir, je me suis dit, Gabriel Attal, il y a déjà un problème avec la ministre de l'Éducation et du reste. C'est difficile. Il a une crise agricole qui arrive très très vite et qu'il n'avait sans doute dont il n'avait pas mesuré l'ampleur. Il doit aussi décider effectivement de l'augmentation. Donc, cher Bruno, vas-y, va annoncer encore une fois la fin du quoi qu'il en coûte. Parce que cette fois, c'est vrai, c'est vraiment la fin du quoi qu'il en coûte, dit le ministre très sérieux, qui est là pour nous annoncer qu'effectivement, il faut faire au moins 13 milliards d'économies budgétaires dans le prochain projet de budget français. Et c'est pas une mince affaire. Donc hier, il y avait 2 messages. Donc j'assume. Et puis après, sur les agriculteurs, je dis qu'ils ont raison, ce qui me permet de me positionner pour la suite. Un mot sous l'interview de Bruno Le Maire sur Twitter, un auditeur me signale qu'il y a une note. La hausse du 1er février est entièrement due à la hausse d'une taxe, la TIFCE, qui passe de 1 mégawattheure à 22,54 et non à cause de l'invasion russe en Ukraine. Sans la hausse de la taxe, ces tarifs auraient dû baisser de 0,01%. C'est le rétablissement d'une taxe de l'État qui est décidée uniquement par l'État français, puisque le prix du mégawattheure, il est stabilisé ou il baisse. Oui, parce que vous avez quand même il a bien parlé de l'Ukraine, il a bien essayé de noyer le poisson. Très bien, mais bien sûr, c'est une taxe qui est rétablie, qui avait été supprimée. C'est une taxe. Donc, en fait, ce qui est aussi très drôle,
pardonnez-moi, mais les Français sont pas dupes. Le président de la République, il explique qu'on va continuer à baisser les impôts, mais une taxe, c'est quand même une forme d'impôt. Ça, il va quand même falloir le payer. Bien sûr. Mais les caisses de l'État sont tellement exsangues. 198 milliards de déficit budgétaire, plus de 100 milliards de déficit commercial. On emprunte 285 milliards d'euros cette année. 285 milliards d'euros, dont une partie va servir juste à payer le service de la dette. Non mais c'est ça la réalité. Pour les marchés étrangers. Mais oui. En plus. Oui, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que il faut. Mais c'est pas ce gouvernement-là qui le fera. Il faut évidemment qu'il faut réformer le périmètre de l'État. Bah oui. Faut diminuer. Non, mais ce qui exaspère le plus les gens dont je fais partie, c'est que on paye des impôts comme jamais dans beaucoup de pays. On en paye autant. Oui, et nos services publics s'effondrent, si vous voulez. On ne voit pas. Mais non, mais attendez, c'est quand même un sujet. Vous auriez un hôpital public qui fonctionnerait avec des moyens et vous mourrez aux urgences aujourd'hui en France. Oui, bien sûr. C'était toute la raison des Gilets jaunes. C'est le rapport à l'impôt, le rapport à l'acceptabilité de l'impôt, alors qu'effectivement on paye énormément d'impôts, mais on voit pas le résultat. On voit pas le résultat. Quelques mots sur l'argument RN. Donc je vous propose d'écouter hier Bruno Le Maire et ce matin Prisca Thévenot. Écoutez. Permettez-moi de rappeler au passage que si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Madame Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Ils en sont directement responsables. Permettez-moi de rappeler aussi que le Rassemblement national n'a pas voté le bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Alors quand j'entends sur votre plateau Monsieur Bardella qui dit qu'il faut impérativement garder le bouclier tarifaire sur l'électricité, pourquoi son parti ne l'a-t-il pas soutenu et voté quand il fallait le faire? On parle du Rassemblement national, le parti du mensonge et de la paresse. Pardon, on va être très clair. Si on sait ce qu'est le Rassemblement national, regardons peut-être ce qu'ils font. Et ça, on n'en parle pas assez. Ils passent leur temps en permanence à aller devant les caméras pour nous dire défendre l'intérêt des Français. Mais très bien, grand bien leur face. Mais plutôt que de leur dire, peut-être devraient-ils le faire. Regardons le quotidien des Français, le bouclier tarifaire dont on vient de parler en début d'interview. Ils ne l'ont pas voté et aujourd'hui ils réclament le maintien de ce bouclier tarifaire. Par rapport aux entreprises françaises, il y a quelques semaines dans l'hémicycle, ils se sont alliés avec la France insoumise pour venir mettre à mal la compétitivité et l'attractivité de nos TPE et de notre PME françaises. Ils sont en train de saborder les intérêts de la France, c'est ce que vous dites? Mais de façon très claire, soit par paresse, soit par méconnaissance des dossiers qu'ils travaillent. Voilà, donc on sent qu'il y a des éléments de langage, ça fait partie du discours aujourd'hui, donc c'est quoi? C'est de la peur, c'est... L'idée quand même, et c'est ce qui sous-tend aussi quand même la nomination d'Attal, c'est d'essayer de limiter la casse en vue des élections européennes, parce que tous les sondages montrent qu'aujourd'hui il y a une dynamique du Rassemblement national en vue du 9 juin. Alors il faut quand même faire attention aux sondages, parce que un des éléments qui sera quand même un des critères importants, ça sera le taux de participation. Ouais. Et on se souvient que le Rassemblement national est très traumatisé par l'épisode des régionales en 2021, où on prévoyait notamment parfois un certain nombre de régions qui devaient tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national. Ça s'est pas passé. Enfin, ceci dit, ils ont quand même gagné les 2 dernières élections européennes, donc on peut penser que les sondages ne sont pas trop loin de la réalité. Mais je pense que c'est insuffisant. C'est-à-dire que le discours aujourd'hui... Vous savez, je crois qu'on peut plus avoir le même discours vis-à-vis du Rassemblement national que celui qu'on tenait même il y a 5 ans. Parce que, in fine, qu'est-ce que disent les Français? Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit plus ou moins à mot couvert, même pas à mot couvert, explicitement le président de la République lors de sa conférence de presse. On a tout essayé. Finalement, la seule chose qu'on n'ait pas essayé, c'est la seule alternance qu'on n'ait pas testée, qu'on n'ait pas expérimentée, c'est celle du Rassemblement national. Donc, j'allais dire, le Rassemblement national a de ce point de vue-là un levier qui est en effet très, très efficace. Non, mais en fait, Bruno Le Maire et Madame Thévenot suivent exactement les préconisations du président de la République, c'est-à-dire arrêter de servir des arguments moraux contre la RN, ça ne marche pas. Donc, ils essaient de sortir des arguments économiques. C'est un fait, oui, que l'invasion de l'Ukraine a surenchéri le prix de l'énergie. Mais ce qu'aurait dû dire Bruno Le Maire, s'il voulait vraiment lancer sa campagne présidentielle, il aurait dû dire, mais en fait, au début du quinquennat, on s'est gouré sur l'énergie nucléaire. Et c'est une des raisons pour les... Mais oui, parce que le discours de Belfort, c'est à la fin du premier quinquennat, si vous voulez. Donc, en fait, on s'est gouré là-dessus. C'est aussi une des erreurs, mais oui, mais ça, évidemment, il peut pas le dire, sinon peut-être qu'il est viré du jour au lendemain. Mais pourquoi on s'est trompé? Parce qu'on a voulu donner des gages à l'Allemagne, hein. Clairement.
C'est ça qui explique, je veux dire, la politique. D'ailleurs, les Grünen allemands, on les entend pas beaucoup aujourd'hui sur les émissions, le fait que les usines à charbon tournent à plein régime en Allemagne et que ça pollue. Moi, ce qui me frappe, c'est la faiblesse des discours contre le Front National. Parce que, franchement, de la part d'Emmanuel Macron, de dire en conférence de presse, soi-disant présenté comme étant un missile très efficace, de dire c'est le parti du mensonge et de la colère facile. On a vu mieux comme offensive politique. C'est contre-productif en plus. Et d'une manière générale, pas seulement de sa part, je trouve que globalement, quand on parle un petit peu dans les différentes sphères de la société, en réalité, tout le monde se prépare à son arrivée. Il faut le dire. C'est-à-dire même voulu, vous êtes en train de sous-entendre que c'est voulu aussi par le président de la République. Je ne sais pas si c'est voulu. En tout cas, il y a une forme de résignation. Que j'entends à ce stade, en 2024, on verra. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'entends une forme de résignation, voire de préparation à ce que, effectivement, ça soit le projet de Madame Le Pen qui l'emporte en 2027. On l'entend dans toutes les sphères de la société, que ça soit dans les médias, que ça soit dans le monde économique. On essaie de la méloniser à chaque fois qu'elle rencontre, et elle rencontre très régulièrement maintenant des chefs d'entreprise pour essayer de justement de muscler son propos et son discours, et certainement en préparant des arbitrages qui ne seront pas forcément du goût de l'électorat populaire. Ça aussi, il faut s'y préparer. Et donc, ce qui me frappe, c'est ça, quoi. C'est au fond, même quand vous parlez avec des gens au sommet de l'État ou dans l'État profond, ils vous disent, peut-être que s'il y a cette dose-là, cette expérience-là, ça permettra de prendre conscience, de faire un électrochoc. Donc c'est assez étonnant, mais à ce stade-là de quinquennat, je sens cela. Oui, la résignation touche même Emmanuel Macron, même si l'on dit que son cauchemar, ce serait celui de la passation de pouvoir à l'Élysée. C'est pas sûr. À Marine Le Pen. Vous allez réagir dans un instant, Arlette. On a une pause pub. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelques mots encore sur les arguments du gouvernement contre le Rassemblement national. Arlette, je vous ai coupé dans votre élan sur ces arguments assez pauvres finalement et certainement contre-productifs aussi. Très pauvres surtout. Effectivement, je suis d'accord avec Mickaël. En fait, la seule réponse au Rassemblement national est toujours la même, c'est-à-dire régler les problèmes des Français, régler les problèmes des gens, répondre à leurs demandes et montrer qu'ils sont efficaces. Là-dessus, il a tout à fait raison, Gabriel Attal. Mais une fois qu'on a dit des actes et des résultats, il faut agir et il faut avoir des résultats. Et ce qui, effectivement, encore une fois, le cauchemar d'Emmanuel Macron, c'est de transmettre le pouvoir à effectivement Marine Le Pen. Oui, il peut aujourd'hui, avec la faiblesse des arguments, se dire qu'il faut s'y préparer. Et ça, je pense qu'on ne lui pardonnera jamais. Et l'idée d'un échec de Marine Le Pen et d'un retour possible de celui qui nous avait épargné une victoire de Marine Le Pen à 2 reprises, je pense qu'il ne faut pas y compter. Pour lui, il restera le président qui avait promis d'enlever aux Français toute volonté de voter pour la présidente du Rassemblement national, ce qu'elle était en 2017, eh bien, il aura raté et il ne reviendra jamais. Et puis, il y a des facteurs quand même de fond qui sont... Quand on regarde le vote et l'évolution du vote du Rassemblement national, c'est un vote qui s'est considérablement rajeuni, c'est le vote des actifs. Alors que le vote Macron, c'est le vote des seniors. Donc, si vous voulez, la dynamique, elle est clairement du côté du Rassemblement national. Il y a aujourd'hui, territorialement, mis à part les grandes métropoles, le Rassemblement national a une présence à peu près sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et puis surtout, c'est aussi on disait que c'était un vote de classe populaire. Mais c'est plus seulement un vote de classe populaire. Vous regardez les professions intermédiaires qui sont les cœurs des classes moyennes. Vous avez une progression très forte du Rassemblement national entre 2002 et 2022. Parce que c'est intéressant de faire la comparaison entre Jean-Marie Le Pen 2002 et ce qui est le vote aujourd'hui de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2022. Donc vous avez une progression qui est constante, soutenue et qui est assez homogène en fait. Et moi, ce qui m'a frappé là récemment, c'est justement dans l'interview du JDD donnée récemment la semaine dernière par Marine Le Pen. C'est pas tant ce qu'elle a dit, on n'en retire rien. C'est surtout la photo.
La photo, c'est qu'elle est en ticket avec Jordan Bardella. Et ça, c'est une mutation politique, de culture politique majeure dans ce parti qui avait l'habitude de Jordan Bardella sera mon premier ministre. On était uniquement avec un chef au sommet qui ne partage pas le pouvoir, Jean-Marie Le Pen, et qui n'a jamais annoncé, lorsqu'il était en campagne, avec qui il gouvernerait. Là, pour la première fois, alors que tous les autres partis sont totalement dans le brouillard, puisque de droite à gauche, on cherche son candidat et on n'a même pas encore commencé les bagarres fratricides, notamment à droite, pour avoir le candidat. Donc l'image présentée aux Français, c'est nous sommes prêts, nous sommes une équipe, nous sommes un ticket, vous savez avec qui on gouverne. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi, je dirais, une manière de, si vous me permettez, je rajouterai une chose dans cet entretien croisé entre Bardella et Marine Le Pen il y a 15 jours dans le JDD, c'est que Zemmour a normalisé Marine Le Pen, mais Macron, en nommant Attal, normalise la nomination de Bardella comme jeune Premier ministre si elle est élue président de la République, puisqu'il aura 31 ans, 32 ans. Donc en fait, en nommant un jeune Premier ministre, Marine Le Pen a raison d'annoncer que son futur Premier ministre, ce serait Bardella, il n'aurait que 31 ans. Mais vous voyez, il y a une espèce de système de poupée russe qui se referme sur la classe politique classique dans ce pays qui est absolument incroyable. J'ai l'impression qu'il est en train de se mettre en place le même dialogue tacite entre Macron et Bardella qui existait entre Mitterrand et Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui se prennent et des réponses qui sont faites. Au moment où Rachida Dati arrive au gouvernement, dès le lendemain, on annonce la modification du scrutin. D'une part, et surtout, Bardella va à la tribune au profit de ses vœux et il dit: j'appelle les LR à venir chez moi. C'est tout simplement la réponse. Et d'ailleurs, on entend chez certains LR, si c'est comme ça, on va aller chez Bardella. Ils disent pas on va aller chez Le Pen. Ils disent on va aller chez Bardella. Donc, de ce point de vue-là, il y a ce dialogue invisible qui est en train de se mettre en place et qui est celui qu'on avait aussi à l'époque entre Mitterrand et Le Pen. Ce qui m'a frappé hier dans la lecture de la presse des 3 journaux du dimanche, des 3 quotidiens du dimanche, c'est l'absence totale des LR. Ils ont complètement disparu, de la vie politique, en tout cas là, il y a plus, il y avait. François Baroin s'est trompé quand il a accusé Madame Dati d'aller sur un bateau en plein naufrage. Elle quitte un bateau qui est en train de couler. Absolument. Non, mais hier, il n'y avait pas une phrase, pas un mot, pas de présence des LR. Un mot, Eric, je voulais envoyer sur. Alors, il faudra voir l'ensemble de l'interview, mais Madame Vautrin, notre ministre de la Santé, du Travail, etc. Ça, c'est à Ouest France. Dit la santé ne peut pas être entièrement gratuite. Dans un entretien à Ouest France, elle n'est pas gratuite, la santé. On paye des cotisations. On paye des cotisations, donc peut-être que la phrase est sortie de son contexte. C'est un médecin qui l'a retweet. Quelques explications de la part de la nouvelle ministre du Travail, de la Santé, de la... Donc vous alliez leur faire des cours d'économie, peut-être Non, mais c'est assez étonnant. Attendez. La santé n'est pas gratuite en France. On cotise tous pour ça, non ? C'est plutôt étonnant. On a le temps de dire quelques mots pour Trump. On l'a dit en début d'émission. Trump, effectivement, les primaires ont l'air de lui tracer un chemin tout tracé. C'est peut-être Arlette sur le sujet de Donald Trump. Oui, c'est-à-dire, et le combat, c'est ça, faute de combattants, en tout cas chez les Républicains, puisque, il n'y en a plus qu'une qui est en liste. Demain mardi, oui, c'est ça, c'est dans le minimum. On verra si effectivement Nikki continue, et jusqu'à quand va-t-elle continuer, ou bien va-t-elle aussi jeter l'éponge et soutenir Donald Trump. Donc, voilà, est-ce qu'il y a un match inévitable entre Trump et Biden, ou bien est-ce que Joe Biden, contrairement à ce qu'il a dit, je serai candidat si Trump est candidat, va céder la place dans quelques semaines à quelqu'un de plus jeune, à la vice-présidente en l'occurrence, qui sera nécessairement la candidate. On verra, mais en tout cas, c'est vrai là aussi, il y a une résignation. Trump est de retour, les Américains, en tout cas, les Républicains le veulent, eh bien, soutenons-le. Oui. Michael, c'est-à-dire que si ça s'avère dans les urnes, parce qu'une fois de plus l'élection n'est pas faite, mais disons que ce qui se prépare sur le terrain a l'air pour l'instant d'avantager Trump, eh bien ça veut dire qu'on serait dans une sorte de nouvelle vague populiste qui cette fois-ci avec quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire le retour
le retour d'un leader qui pourrait donner des idées à quelques-uns, mais surtout, je dirais, peut-être, en tout cas, ce que l'on peut prévoir, en l'occurrence, c'est peut-être l'arrivée dans ces cas-là, d'une gouvernance de la vengeance. Ouais. Parce que bien évidemment, Donald Trump va arriver avec sa liste des courses et avec les comptes à régler. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a peut-être quelques décisions imprévisibles qui pourraient tomber. Mais une fois de plus, l'élection n'est pas faite. Attendons. C'est unique, je crois, dans l'histoire des États-Unis, qu'un ancien président battu revienne à Nixon, la Maison Blanche. Non, Nixon n'avait pas été battu. Nixon avait été battu, mais en tant que candidat, pas en tant que président. Il avait été battu par Kennedy, mais il est élu ensuite. Enfin, peut-être qu'au 19e siècle, il y a peut-être eu ce cas-là, mais je suis pas sûr. En l'occurrence, la réalité, c'est que l'année 2024 peut être une année, en effet, de poussée populiste, à la fois aux États-Unis, et puis on verra bien aussi ce qui va se passer aux élections européennes au mois de juin. Toute proportion gardée, on se retrouve un peu dans la situation de 2016, avec le Brexit, avec, souvenez-vous, une première expérience en Italie entre le mouvement 5 étoiles et monsieur Salvini, et puis avec la victoire de Trump également. On est un peu dans cette séquence. On pensait que finalement, ceux que l'on appelle les représentants du cercle de la raison avaient écarté d'une certaine façon la poussée populiste, mais l'histoire revient toujours. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve demain.